Bonjour à tous. 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Devi Unmatalegadoo, une femme musulmane d'origine indienne, n'avait que 35 ans lorsqu'un terrible destin s'est abattu sur elle. En 1999, alors qu'elle n'avait que 16 ans, sa vie a pris un tournant brutal. Elle est devenue Devi Unmatalegadoo en épousant Ramanoj Unmatalegadoo, un homme de 30 ans, presque 2 fois plus âgé qu'elle. Le couple ne s'était rencontré que le jour de leur mariage, un mariage arrangé par leur famille à l'île Maurice. Ce mariage n'avait rien de romantique ou de choisi. Il avait été imposé par les parents de Devi, qui voyaient en Ramanoj un garant de la sécurité de leur fille. À 17 ans, à peine 1 an après cette union forcée, elle est devenue mère pour la première fois. Sa vie était déjà toute tracée: enfanter, se soumettre et survivre sous le joug d'un mari oppressif. Son quotidien auprès de Ramanoj n'était que violence et terreur. Cet homme, tyrannique et manipulateur, voulait contrôler chaque aspect de son existence. Pour lui, elle n'était rien de plus qu'un objet, une possession sur laquelle il exerçait un pouvoir absolu. Il la soumettait à ses fantasmes sordides, la maltraitait physiquement et psychologiquement. Chaque jour, Devi vivait dans une peur constante. Pourtant, malgré ce calvaire, ses parents lui demandaient de supporter. Le divorce, dans leur culture, représentait une honte bien plus grande que le bonheur ou la sécurité de leur fille. Ainsi, Devi se retrouvait prisonnière d'un mariage où elle était désespérément malheureuse. Au fil des années, le couple a eu 2 autres enfants. Après la naissance de leur benjamin en 2006, Ramanoj a pris la décision d'éloigner Devi de sa famille. Ils ont alors déménagé au Royaume-Uni, espérant y trouver une vie meilleure. Pour Devi, cela a été une transition monumentale. Mariée à un âge où elle aurait dû encore être une adolescente insouciante, elle s'est retrouvée, 7 ans plus tard, dans un pays étranger, laissant derrière elle ses racines et ses proches. Installée dans le nord-est de Londres, où Ramanoj a trouvé un poste de responsable de site à l'hôpital général de Newham, sa vie s'est détériorée. Loin d'être une échappatoire, ce déménagement n'a eu pour but que de l'isoler davantage. Dans cette nouvelle terre, son mariage est devenu un véritable cauchemar. L'homme avec qui elle partageait son quotidien s'est révélé cruel, un être qui lui a fait peur. Isolée, sans amis ni famille à proximité, elle s'est retrouvée à la merci d'un tyran. Ramanoj a profité de cet isolement pour intensifier ses violences. Il lui répétait constamment que si elle osait le quitter, les conséquences seraient terribles. Devi n'a littéralement eu personne vers qui se tourner, aucun refuge. Elle s'est retrouvée piégée dans cet enfer conjugal, prisonnière d'une relation marquée par la peur et les abus. Au-delà des coups et de la violence physique, il a exercé une pression psychologique insoutenable, la brisant un peu plus chaque jour. En 2011, Ramanoj est devenu de plus en plus autoritaire. Ses actes de contrôle ont provoqué de nombreux problèmes conjugaux, déclenchant des désaccords constants et des violences de sa part. Cette même année, le couple a fait la connaissance d'Imtiaz Muhammad, un constructeur pakistanais. Imtiaz travaillait sur l'extension de la maison d'un voisin dans le quartier et une amitié s'est rapidement tissée entre eux. Imtiaz jouait souvent le rôle de médiateur dans les conflits du couple. Chaque fois que Devi et Ramanoj
rencontrait des difficultés, Ramanoj sollicitait les conseils d'Imtiaz, leur relation devenant de plus en plus proche. Cependant, à son insu, Devi et Imtiaz avaient entamé une relation amoureuse. En 2012, les tensions ont atteint leur paroxysme. Suite à un incident survenu à leur domicile, Devi s'est cassé la cheville en sautant par la fenêtre du premier étage. Dans sa déclaration à la police, elle a expliqué qu'il avait tenté de l'étrangler et que sans l'intervention de leurs enfants, il l'aurait tuée. Ramanoj a été arrêté en raison de ces accusations graves. Toutefois, en 2013, lors de son procès, le tribunal l'a acquitté des accusations d'agression et de tentative d'étranglement, malgré les preuves. Face à ces attaques violentes répétées, aux disputes incessantes et à l'incident dramatique de 2012, Devi a pris la décision de se séparer de lui et a entamé une procédure de divorce. Elle a également demandé une ordonnance restrictive en urgence, interdisant à Ramanoj de s'approcher à moins de 100 mètres d'elle. Pendant ce temps, l'amour entre elle et Imtiaz continuait de grandir. En 2014, Devi et Ramanoj ont finalisé leur procédure de divorce. Cette même année, Devi Unmatalegadou est devenue Sana Muhammad après avoir épousé son nouvel amour, Imtiaz Muhammad, lors d'une cérémonie islamique traditionnelle. Si amoureuse d'Imtiaz, Sana a même accepté de se convertir à l'islam pour l'épouser. Ils vivaient heureux dans leur maison à Ilford, en banlieue londonienne, une maison dont Sana et Ramanoj étaient encore copropriétaires. Malgré cette situation complexe, Sana et Imtiaz ont fondé une belle famille. Ensemble, ils ont eu 2 enfants et en 2018, Sana attendait leur 3e enfant. Tout semblait parfait. Sana et Imtiaz vivaient une vie de famille harmonieuse, entourés de leurs enfants. De son côté, Ramanoj vivait une réalité bien différente. Rongé par l'échec, il avait non seulement perdu son emploi, mais aussi sa femme et ses enfants, à cause de quelqu'un qu'il avait autrefois considéré comme un ami. Ce sentiment de trahison l'avait rempli de haine, non seulement envers Sana, mais aussi envers Imtiaz. Jaloux, colérique et profondément vindicatif, il nourrissait une rancune tenace. Il haïssait Imtiaz Muhammad pour lui avoir volé sa femme, et il haïssait Sana pour l'avoir quittée au profit d'un autre. Le bonheur du couple le rongeait, alimentant sa jalousie et son désir de vengeance. Ramanoj était un homme profondément rancunier. Sana avait même averti Imtiaz de la nature de son ex-mari. Elle lui avait confié que Ramanoj n'oubliait jamais et ne pardonnait rien. C'était le genre d'homme capable de faire du mal à ceux qu'il jugeait responsables de ses souffrances, dès qu'il en aurait l'opportunité. Heureusement, pendant quelques années, il avait disparu de leur vie, mais en réalité, il agissait en coulisses, mu par des intentions sombres. Dès 2015, il avait commencé à imaginer des moyens de se venger. Ramanoj les surveillait de près, suivant chaque mouvement de leur vie dans l'est de Londres. Il se tenait informé de leurs activités et cherchait activement à se procurer des armes pour mener à bien son plan sinistre. En 2017, il a même été aperçu aux portes de l'école de ses enfants tentant de leur parler. Ces apparitions inquiétantes ont provoqué une grande anxiété chez Sana, qui craignait non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle de sa famille. Elle a exprimé ses inquiétudes à la police, mais ces alertes ont été ignorées, faute de preuves concrètes. Pourtant, ses craintes étaient bel et bien fondées. Ramanoj avait une intention diabolique en tête et il ne comptait pas reculer. En 2018, l'occasion qu'il attendait depuis longtemps s'est enfin présentée. Le 12 novembre 2018, à 6 heures du matin, dans leur maison familiale à l'est de Londres, Sana, enceinte de 8 mois, s'est levée tôt pour préparer le déjeuner qu'ils allaient partager avec leurs invités.
À 7h30, après avoir fini de cuisiner, elle s'est mise à faire la vaisselle dans la cuisine. Pendant ce temps, son mari Imtiaz était dans le jardin, s'occupant de ranger un carton de télévision dans le cabanon. Lorsque Imtiaz est entré dans le cabanon du jardin et a posé le carton sur la gauche, il a immédiatement senti une présence. Au début, il a cru qu'il s'agissait de l'un de leurs enfants, mais en y regardant de plus près, il a découvert avec horreur que c'était Ramanoj, l'ex-mari de Sana. Armé de 2 arbalètes, un sourire cruel aux lèvres et un regard glacial rivé sur lui, Ramanoj se tenait prêt à mettre à exécution son plan diabolique. Cela faisait des jours qu'il avait campé dans ce cabanon, guettant le moment parfait pour frapper. Son projet monstrueux était clair. Il voulait ligoter son ex-femme ainsi qu'Imtiaz avant de les tuer tous les deux, y compris leur futur bébé. Il avait méticuleusement préparé son acte. Il s'était procuré 2 arbalètes, des flèches, du ruban adhésif, des cercles, un couteau et un marteau. Chaque outil avait été pensé pour une finalité précise, chacun destiné à exécuter ce plan diabolique qui ne laissait aucune place à la pitié. Dès qu'Imtiaz a découvert sa présence, il s'est précipité hors du cabanon en criant à l'aide, conscient du danger imminent. Ramanoj, déterminé à poursuivre sa vengeance, l'a suivi, armé de ses arbalètes et d'un couteau. En entendant les cris de détresse de son mari, Sana, enceinte de 8 mois, a tenté de fuir en montant à l'étage. Mais avant même d'atteindre le sommet de l'escalier, une flèche de 46 cm l'a transpercée au niveau de l'abdomen, la clouant sur place. Ce moment d'horreur a poussé les 2 enfants aînés de Sana et Ramanoj à agir immédiatement. Ils se sont précipités sur leur père pour tenter de l'arrêter, alors que celui-ci essayait déjà de charger une seconde flèche pour viser Imtiaz. Heureusement, les 2 adolescents ont réussi à désarmer leur père avant qu'il ne puisse causer plus de mal. La police et les services d'urgence ont été appelés dans la foulée et Ramanoj a été arrêté sur place. Une ambulance est rapidement arrivée pour transporter Sana en urgence au Royal London Hospital, où les médecins se sont immédiatement occupés d'elle et de son bébé. Pendant que les médecins luttaient pour les sauver, sa famille, dévastée, n'avait plus qu'à attendre, espérant un miracle, priant pour que Sana et son bébé survivent à cette attaque brutale. Lors de son arrestation, il a prétendu aux policiers qu'il n'avait jamais eu l'intention de tirer sur Sana, mais plutôt sur Imtiaz. 20 minutes après que Sana a été transportée à l'hôpital, Imtiaz a reçu une terrible nouvelle de la part d'un policier. Sa femme n'avait pas survécu à l'attaque. Elle était décédée des suites de graves blessures internes causées par la flèche de 46 cm qui avait transpercé son abdomen. La flèche avait traversé sa hanche, perforé son estomac et empalé des organes vitaux, dont son foie et son cœur. Face à cette tragédie, Ramanoj a immédiatement été inculpé du meurtre de son ex-femme, Sana Muhammad. Le 8 avril 2022, au tribunal Old Bailey de Londres, il a été formellement accusé du meurtre de Sana, ainsi que de la tentative de meurtre sur leur bébé. Le jury a été minutieusement informé des détails horrifiques de l'incident survenu le 18 novembre 2018 et de la manière dont la flèche avait miraculeusement épargné la vie du bébé. En effet, cette même flèche qui avait transpercé Sana avait manqué de toucher son fils à quelques millimètres près. Malgré cette attaque brutale, le bébé a survécu, bien que sa respiration ait cessé momentanément lors de la césarienne d'urgence. Au cours du procès, un juré a soulevé la question d'une possible maladie psychiatrique de Ramanoj, ce qui a conduit à l'ajournement de l'affaire au 22 novembre. Un nouvel examen a finalement confirmé qu'il était sain d'esprit au moment de l'attaque.
Le 22 novembre, au tribunal Old Bailey de Londres, le procureur Peter Wright a présenté aux jurés un sombre tableau du plan minutieusement préparé par Ramanoj. Il leur a expliqué que cette attaque n'était pas un acte impulsif, mais bel et bien le résultat d'une vengeance longuement préméditée. Selon lui, Ramanoj avait très mal réagi au remariage de son ex-femme avec Imtiaz, et cette colère, nourrie pendant des années, l'avait poussé à ourdir une vengeance des plus violentes. Le procureur a souligné que la désintégration de son mariage avait fait naître chez lui un profond désir de revanche. Son intention était claire. Il voulait capturer son ex-femme, son compagnon, et les tuer tous les deux, ainsi que leur bébé à naître. Cependant, ce plan sinistre avait été perturbé par l'arrivée imprévue d'Imtiaz au cabanon ce matin-là. Ce moment a contraint Ramanoj à précipiter son attaque. Les jurés ont également appris que depuis avril 2015, Ramanoj avait dépensé près de 2000 livres pour acheter les armes nécessaires à son projet meurtrier. Il avait acheté en ligne 2 arbalètes, chacune coûtant environ 250 livres. Pire encore, un voisin avait trouvé 2 autres armes cachées dans une sous-station électrique près du domicile de Sana en mars 2018. Après que ces armes aient été retirées, Ramanoj, implacable, s'était empressé de les remplacer. 1 mois avant l'incident, il avait interrogé sa fille sur la sécurité du cabanon, lui demandant si Imtiaz et Sana fermaient souvent la porte à clé. Cette question a pris un sens plus sinistre lorsqu'il a été révélé par l'accusation qu'il surveillait la propriété depuis près d'1 mois. Le procureur Richard Orwell a affirmé que Ramanoj avait planifié ce meurtre pendant plus de 3 ans, une période durant laquelle sa haine et son désir de vengeance avaient fermenté. Selon Orwell, il s'agissait d'une exécution froide et calculée, menée par un homme consumé par la haine envers son ex-femme, qu'il avait quittée pour un autre homme, anciennement son ami. Ramanoj, pour sa part, a plaidé non coupable des accusations de meurtre de Sana et de tentative de meurtre sur leur bébé. Sa défense reposait sur l'argument que la fusillade avait été un accident. Il a prétendu qu'il ne voulait que confronter Imtiaz au sujet de sa fille de 12 ans, qui vivait avec le couple. Selon lui, Imtiaz forçait leur fille à vivre comme une musulmane, ce qu'elle refusait. Il a affirmé qu'elle était contrainte de prier selon les rites islamiques, de manger de la nourriture halal et de porter des vêtements non européens. Il a également déclaré qu'Imtiaz empêchait sa fille de célébrer Halloween et Noël et qu'il avait confisqué le téléphone portable qu'il lui avait offert. Le tribunal a appris que Ramanoj n'avait pas le droit d'avoir de contact rapproché avec ses enfants ni avec son ex-femme en raison d'une ordonnance restrictive déposée par Sana après leur séparation. Malgré cela, il a affirmé avoir parlé à sa fille sur le chemin de l'école et a raconté ce moment en déclarant « Je pouvais sentir qu'elle me demandait de l'aide. Ça se voyait sur son visage et dans ses yeux. » Cette interprétation de son interaction avec sa fille a servi de justification à ses actions, selon ses propres dires. Ramanoj a expliqué qu'il ne souhaitait qu'une confrontation avec Imtiaz et qu'il voulait simplement lui parler. Mais lorsque ce dernier s'est mis à courir, il a affirmé ne pas avoir eu d'autre choix que de le poursuivre. Il a expliqué qu'il avait emporté les arbalètes avec lui uniquement pour se protéger, car il ne pouvait pas intimider physiquement Imtiaz, qui était un homme de grande taille. Il a même déclaré au tribunal qu'il avait laissé tomber l'une des arbalètes dans le cabanon, affirmant qu'il ne voulait qu'effrayer Imtiaz et non lui faire du mal. Ramanoj a ensuite affirmé que le tir de l'arbalète avait été un accident. Il a déclaré qu'il cherchait à désactiver le cran de sûreté lorsqu'il a tiré involontairement.
Selon ses propos, son intention était de tirer dans la rampe d'escalier pour faire du bruit et effrayer le couple, en espérant ainsi les arrêter. Sana et Imtiaz étaient sur les escaliers. Je voulais juste qu'ils s'arrêtent. Je pensais que si je frappais la rampe, ils entendraient le bruit et s'arrêteraient, a-t-il raconté au jury. Mais l'instant d'après, il a entendu la détonation de l'arbalète. Se sentant démuni, il a déclaré être retourné dans le cabanon pour prendre l'autre arbalète. Ramanoj a affirmé qu'il ne s'était rendu compte que Sana était blessée qu'en entendant l'un de leurs enfants appeler les services d'urgence. Il a également nié avoir caché des armes dans l'intention de faire du mal à son ex-femme et à Imtiaz, prétendant qu'il les avait achetées dans le but de les emmener à l'île Maurice pour aller chasser avec son frère. Malgré ces déclarations, le procès a été ajourné à la semaine suivante pour la prononciation de la sentence, Ramanoj restant en détention en attendant le verdict. Le 29 novembre 2019, le nouveau procès pour le meurtre de Sana Muhammad et la tentative de meurtre sur leur bébé a repris. Susan Crickler, représentante du Crown Prosecution Service, a qualifié ce meurtre d'exécution de sang-froid méthodiquement planifié. Elle a souligné la tragédie de cette attaque qui avait privé 6 enfants de leur mère. Crickler a également exprimé l'espoir que la condamnation de Ramanoj apporterait un peu de réconfort à ceux qui avaient aimé et pris soin de Devi, désormais connue sous le nom de Sana. Ramanoj a été reconnu coupable du meurtre de Sana et de la tentative de meurtre sur son bébé. Il a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 33 ans d'emprisonnement. Le juge de première instance, profondément consterné par l'horreur du crime, a clairement exprimé à Ramanoj que son acte était d'une cruauté inqualifiable, perpétrée devant ses propres enfants. La famille et les amis de Sana ont accueilli la condamnation avec soulagement. Ils étaient satisfaits que justice ait été rendue et soulagés de savoir que Ramanoj ne serait pas libéré avant au moins 33 ans. Cependant, la tristesse de la perte de Sana restait immense, en particulier pour son mari, Imtiaz, qui était brisé par le chagrin. Leur 3e fils, Ibrahim Muhammad, avait miraculeusement survécu à l'attaque, étant né prématurément par césarienne après l'agression. Malgré cela, il n'arrivait pas à se pardonner la manière dont il avait réagi lors de cet événement tragique. Rongé par la culpabilité, il se reprochait de ne pas avoir protégé Sana comme il aurait dû. Dans une interview, il a confié « Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a pris la flèche qui m'était destinée. Peut-être que cela aurait dû me toucher. Les enfants étaient tous là. C'était atroce. Si seulement j'avais fermé la porte derrière moi, elle aurait été sauvée. Ou si j'avais parlé à Ramanoj, elle aurait peut-être été épargnée. Mon esprit, mon cerveau n'ont pas fonctionné ce jour-là. C'est avec ce regret que je dois vivre. C'est pourquoi j'ai sombré dans la dépression. C'est le plus grand regret de ma vie. Elle était mon âme sœur. Elle était tout pour moi, ma compagne, mon amie. La vie était si belle. » La mère de Sana, Elma Sutaramandou, a exprimé combien la mort de sa fille unique l'avait profondément bouleversée. Elle se sentait désormais plus seule que jamais, sans raison de continuer à vivre, submergée par la tristesse, la douleur et le choc. Ce qui rendait cette tragédie encore plus insupportable pour Elma, c'était de savoir que l'assassin de sa fille était l'homme qu'elle l'avait obligée à épouser. Elle a déclaré « J'ai toujours traité Ramanoj comme mon propre fils. Après leur divorce, je me suis toujours souciée de lui et de son bien-être. Cela me déchire de savoir qu'il a pu être capable d'un acte aussi haineux et calculé. Je ne peux pas lui pardonner. » Elma a exprimé toute l'horreur qu'elle ressentait en sachant que Sana, la femme qu'il avait prétendu aimer, a été
brutalement assassinée par celui avec qui elle avait partagé une partie de sa vie. Elle est morte entre les mains froides de son ex-mari et père de ses enfants. Même enceinte, il n'a eu aucune pitié. Il a mis fin à la vie de la femme qu'il disait aimer. Sana ne cherchait qu'à reconstruire sa vie, à goûter au bonheur et à l'amour avec son nouveau compagnon. Mais Ramanoj lui a volé ce rêve. Elle a ajouté, pleine d'amertume, que sa fille serait encore en vie aujourd'hui si la police avait pris au sérieux ses plaintes et ses craintes au sujet de Ramanoj. Le sentiment de trahison était immense, autant envers cet homme qu'elle avait autrefois considéré comme un fils qu'envers les autorités qui n'avaient pas su protéger sa fille. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Nous serions très intéressés de connaître votre avis. Alors, je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine Histoire criminelle.